Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle masterclass. Aujourd'hui, on plonge dans une analyse vraiment microscopique. Exactement. L'idée, c'est de décrypter comment les sociétés précolombiennes ont réussi à transformer une géographie, disons-le, infernale, en un chef-d'œuvre d'agriculture durable. Chaque détail, chaque pierre, chaque canal compte. Alors, on y va? Animateur A, le contraste de départ est saisissant. D'un côté, on a des pentes andines brutales avec des inclinaisons qui dépassent parfois les 50%. De l'autre, des millions de bouches à nourrir. C'est un vrai casse-tête géographique, n'est-ce pas? Comment résoudre une équation physique d'une telle ampleur avec la technologie de l'époque? Ce n'est pas juste de la survie, c'est un débat fascinant sur l'ingénierie mathématique et spatiale. Au programme de notre analyse, on commence par le défi andin, puis on ira observer les aqueducs du désert avant de dompter la montagne. Ensuite, direction le laboratoire de Moret. On parlera de thermodynamique agricole et on finira par l'héritage que tout ça nous laisse. Un cursus bien technique pour comprendre ces infrastructures millénaires. Chapitre 1. Le défi andin. Il faut bien poser le contexte. On ne parle pas seulement d'altitude. La topographie y est extrêmement accidentée et la variabilité climatique brutale. Et pourtant, ça fait 10 000 à 12 000 ans que l'adaptation agricole y est en cours. C'est littéralement le berceau d'une des révolutions agronomiques les plus sophistiquées au monde, avec la domestication de la pomme de terre, du maïs et du quinoa. Face à un environnement aussi extrême, une question évidente se pose. Comment est-ce qu'on extrait de l'eau en continu pour l'agriculture au beau milieu d'un désert presque totalement aride? Eh bien, prenons la culture Nazca. Ils ont prospéré dans l'un des endroits les plus secs de la planète. Et la réponse à ce défi ne se trouvait pas en surface, mais profondément enfouie sous le sable. Chapitre 2. Les aqueducs du désert. Les ingénieurs locaux ont conçu ce qu'on appelle les puquios. Concrètement, ce sont des galeries, certaines souterraines, d'autres à ciel ouvert, incroyablement complexes. Leur objectif? Capter les aquifères souterrains. Ils faisaient remonter l'eau des entrailles de la Terre directement à la surface, comme un véritable réseau veineux. Et l'animateur A et l'ingéniosité se cachent dans les détails. Quand on observe ces cheminées en spirale, on pourrait croire que c'est juste un choix esthétique, non? Pas du tout. C'est de la physique pure. La forme hélicoïdale permet à la pression atmosphérique de s'exercer sur l'aqueduc. Ça maintient un flux d'eau super uniforme et ça évite de ronger les parois intérieures du canal par érosion. Regardons les données de plus près, 50 à 120. C'est, en mètres, l'espacement très précis entre chaque cheminée. Ce chiffre n'est pas aléatoire. Il prouve une compréhension avancée de la dynamique des fluides. Un espacement si régulier garantissait la bonne pression, tout en offrant un accès direct à environ 70 ou 80 pas de profondeur pour l'entretien régulier des galeries. À l'intérieur du puits de Quintaloc, on remarque un autre truc fou. Les murs sont faits de galets de rivière arrondis, sans la moindre goutte de mortier. Exactement, c'est une architecture totalement poreuse. Les ingénieurs Nazca ont créé une éponge de pierre géante. L'avantage majeur de cette construction à sec, Une flexibilité sismique incroyable. Ça a d'ailleurs résisté au séisme massif de 1996 sans brancher. Bon, si on quitte la côte et qu'on grimpe vers les sommets rocheux des Andes, le paradigme change complètement. En effet, en haute montagne, comment on fait pour retenir l'humidité et empêcher la montagne de s'effondrer sous l'érosion avec une pente à 50%? Là-haut, la gravité est l'ennemi numéro 1 de l'agriculture. Ce qui nous amène au chapitre 3, dompter la montagne avec les andennes. Et attention, ce ne sont pas de simples escaliers taillés dans la roche pour faire joli. Non, ce sont des murs de soutènement multicouches d'une complexité folle. Une véritable intervention anthropique de masse pour repousser les limites de la zone cultivable et vaincre la géométrie même de la montagne. Le processus de construction était millimétré. On commençait par creuser des fondations d'au moins 60 cm de profondeur. Et c'est là qu'on voit leur maîtrise de la mécanique des sols. Si la pente dépassait les 40%, ils devaient creuser encore plus profond, sinon la base glissait sous le poids de la terre saturée d'eau. Ensuite, de grandes pierres plates, un mur incliné et des couches de terre très spécifiques venaient sceller l'ensemble. Et la gestion de l'eau sur ces falaises, c'est fascinant. Prenez les canaux du complexe de Tipon, le grand temple de l'Oinca. C'est taillé à même la roche. L'ingénierie hydraulique y est à son apogée. Ils ajustaient la largeur et la profondeur pour dicter la vitesse de l'eau. Lente et douce pour l'agriculture, rapide pour les chutes cérémonielles. Un débit constant qui coule sans interruption depuis plus de 500 ans. Le résultat de toute cette technologie tient en une métrique frappante. 40. 40%, c'est le rendement supplémentaire des pommes de terre cultivées sur ces terrasses, comparé à une pente classique. C'est une donnée qui prouve l'immense valeur socio-économique des Andenas. Ils ne faisaient pas que survivre, ils créaient une véritable sécurité alimentaire. Une fois le relief maîtrisé, un défi encore plus ambitieux s'est profilé. Comment simuler le climat d'un empire tout entier sans jamais bouger d'une seule vallée?
Surtout quand l'empire en question s'étend de la jungle la plus étouffante aux montagnes les plus glaciales. C'est un concept de biotechnologie antique absolument vertigineux. Chapitre 4. Le laboratoire de Moret. Visuellement parlant, le contexte est digne d'un film de science-fiction. On parle de 3 immenses fossés composés de terrasses circulaires concentriques. C'est comme un gigantesque amphithéâtre qui aurait été directement sculpté dans les terres de la vallée sacrée. Les données climatiques de ce site sont folles. Tout au fond, la chaleur et l'humidité imitent le climat de la jungle tropicale. Et plus on monte les gradins, plus on se rapproche du froid sec de l'altiplano. Sur ces simples cercles de terre, les Incas ont pu tester plus de 3000 variétés de pommes de terre. C'est une sélection génétique extrêmement ciblée en fonction de l'altitude. Il est donc évident que Moret n'était pas qu'une simple ferme de production. C'était une académie antique d'élite dédiée à l'amélioration génétique et à la climatologie. Absolument. Les semences super résistantes créées et testées là-bas étaient ensuite redistribuées. Moret assurait littéralement la pérennité alimentaire de millions de personnes à travers tout l'Empire. Mais que se passe-t-il quand l'environnement devient véritablement extrême ? Comment réussit-on à cultiver à 3800 mètres d'altitude sans que les gelées nocturnes ne détruisent complètement les récoltes ? Pour comprendre ça, il faut déplacer notre analyse vers les hautes plaines glaciales et inondables du bassin du lac Titicaca. Chapitre 5. La thermodynamique, avec le système Waru-Waru. L'altiplano, c'est le cumul des pires scénarios. Inondations, sols salés et gelées nocturnes mortelles pour les plantes. Et la réponse technologique, développée il y a environ 3000 ans, s'articule autour des fameux caméléons, ou Waru-Waru, des lits de plantation savamment construits. Regardons les métriques de près. Ces plateformes surélevées font entre 5 et 10 mètres de large et peuvent s'étirer sur 50 mètres de long. Et elles s'élèvent de 20 à 75 cm au-dessus des canaux d'eau qui les entourent. Ce n'est pas approximatif. Chaque centimètre est calculé pour maximiser l'interaction thermique entre l'eau et la terre. Car oui, la vraie magie des Waru-Waru réside dans la thermodynamique. Les canaux d'eau agissent comme une immense batterie solaire pendant la journée. Et la nuit, quand les températures chutent en dessous de zéro, cette chaleur emmagasinée est doucement relâchée. Ce transfert thermo crée un bouclier invisible, un microclimat localisé qui protège les racines d'un gel brutal. C'est brillant. Et ce n'était pas qu'une petite expérimentation isolée. L'échelle donne le vertige avec ce chiffre. 102 000 hectares. 102 000 hectares ? C'est la surface des vestiges de Waru-Waru qu'on peut encore identifier aujourd'hui dans l'altiplano puno. Cette donnée confirme l'ampleur colossale de cette infrastructure civile. Ce qui nous amène à notre dernier chapitre, l'héritage du futur. Si on doit tirer une conclusion fondamentale de toute cette ingénierie précolombienne, elle est percutante. Ces civilisations ont nourri des millions d'individus parce qu'elles travaillaient avec la physique et la biologie au lieu de lutter contre elles. Une flexibilité sismique naturelle, des microclimats artificiels, des batteries thermiques, c'est un chef-d'œuvre de durabilité. Une ultime réflexion s'impose alors. Le plan d'action pour survivre à la crise climatique de notre 21e siècle ne serait-il pas caché là, dans l'ingénierie vieille de 3000 ans des Andes ? L'intégration de ces technologies antiques, hautement mathématiques et parfaitement adaptées à leur environnement, dépasse la simple leçon d'histoire. C'est peut-être la clé de notre propre résilience écologique moderne. Sur ce, gardons cette réflexion à l'esprit pour la suite.